décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Projet de loi sur la déchéance de nationalité. Est-ce du terrorisme d'État? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Le terrorisme d'État est un concept aux nombreuses déclinaisons, mais si l'on tentait de l'expliquer en termes simples, nous pourrions dire que c'est l'usage par des États totalitaires de la violence et de la terreur pour empêcher et briser toute velléité populaire de résistance. Pour inséminer cette peur omniprésente de la répression, de la terreur, du flicage, de mauvaise conscience généralisée, ces systèmes qui se sont imposés à la tête de leur État respectif par la violence et la fraude électorale n'usent pas que de la force brutale, l'enlèvement, les mauvais traitements et jusqu'à l'exécution sommaire. Ils disposent de moyens autrement plus dissuasifs. La force légale, constituée de dispositifs très disciplinés qui exercent des prérogatives non dites, mais qui se cachent derrière une légalité en trompe l'œil. D'abord, des institutions législatives, censées être issues de la volonté populaire, mais qui sont en fait le fruit de la fraude électorale et de la désignation unilatérale, comme c'est le cas, par exemple, du tiers des sénateurs en Algérie, désignés par le chef de l'État. Leur rôle à ces organes, à ces institutions censées être légales, est de doter le pouvoir de dispositifs supposés légaux, des lois et des règlements répressifs élaborés en fonction de la demande du pouvoir, comme ce fut le cas du fameux article 87 bis du Code pénal algérien, qui permet de condamner pour terrorisme quiconque ose contester le pouvoir établi, parfois pour un simple post sur le Facebook. Ensuite, l'appareil judiciaire, drapé de ses oripeaux solennels, censés les rendre justice au nom du peuple et qui use de l'outil légal scélérat pour sévir contre quiconque lui a été livré par des forces de l'ordre, qu'il nous faut aussi mettre entre guillemets, bien sûr. Des forces de l'ordre qui sont dans la logique du terrorisme d'État et qui ne s'interdisent pas de ne pas respecter les lois en vigueur, puisqu'ils s'autorisent l'enlèvement, la séquestration, la torture, la fabrication de fausses preuves, et je passe sur tout le reste. Puis vient le support de l'imprégnation de masse, les médias sous contrôle, dont le rôle est de faire passer la pilule, de stigmatiser les victimes expiatoires et de conditionner les foules pour les plonger dans un coma politique profond. Des foules qui ne répondent plus qu'aux stimuli de la propagande et d'un succédané de nationalisme poussé à la caricature. Dans l'esprit du contrat social, les sociétés avancées, qui ont réussi à former des États relativement démocratiques, les citoyens acceptent
de se soumettre aux lois, à toutes les lois, parfois au détriment de certaines de leurs libertés naturelles, mais en échange d'une gestion rigoureuse de la société par un État issu de la volonté populaire et qui dispose par conséquent de la force légale. Dans les sociétés qui n'ont pas parachevé le processus démocratique et notamment la séparation des pouvoirs, une constante se produit irrémédiablement. C'est généralement l'entité qui, parvenue à capter la force armée, qui fait main basse sur toutes les prérogatives de l'État et l'esprit même de la séparation des pouvoirs pour n'en garder que la façade institutionnelle, jusqu'à désigner elle-même, cette entité, cette junte, le chef de l'État et comment doivent se conduire les actes de la gouvernance. La tentation, dès lors, pour les véritables tenants du pouvoir est de se servir de la force légale, non pas pour le bien commun, mais pour se maintenir au pouvoir, par tous les moyens alternés de la corruption de masse et de la répression, la carotte et le bâton. Mais lorsque la contestation s'installe pour se servir de cette légalité usurpée, pour sévir contre toute velléité de changement, et mieux encore que de sévir, de dissuader très fortement, de terroriser, autrement dit, quiconque sort du silence et de la soumission. Le récent projet du régime algérien sur la déchéance de la nationalité est très significatif à cet égard. Faire sortir de la communauté nationale quiconque entre en résistance. Un dispositif destiné surtout à la diaspora, qui ne vit donc pas au pays, que le pouvoir ne peut pas brider, qui a les coudées franches de s'exprimer, de manifester, et qui est hors d'atteinte du dispositif de répression et de terrorisme, comme c'est le cas de la population à l'intérieur du pays. Déchéance de la nationalité, un terrorisme d'État, point d'interrogation. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Maître Athmane Ben Salem, avocat et défenseur des droits humains à Paris, en France. Notre ami Rafiq Bouhlal, économiste et militant politique très actif, que j'admire beaucoup personnellement. Athmane Ben Salem, merci d'être avec nous. Bonjour à vous, merci pour l'invitation. J'espère que vous m'entendez. Oui, oui, très bien. Alors, je vais commencer Parfait. par vous. Donc, est-ce que vous pourriez répondre au titre de l'émission? Déchéance de la nationalité, est-ce du terrorisme d'État? Absolument, absolument. Et là, actuellement, il y a une problématique qu'il faut contextualiser le projet en Il y a un là, on souci parle au niveau du son. Je vais revenir à vous. Peut-être que c'est de votre côté que ça se passe. Je vous laisse entre les mains de la régie. Et je reçois donc Rafiq Bouhlal. Rafiq Bouhlal, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est Jamel. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices.
euh, de la chaîne El Hadith, pardon, de la chaîne Afrique du Nord. Bonsoir à votre invité, maître. Et je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Et mettons les pieds dans le plat et rentrons dans le vif du sujet, à savoir que, effectivement, comme vous le dites si bien, c'est un terrorisme d'État qui devient systématique pour essayer de museler les voix opposantes à l'étranger et que c'est une nouvelle dérive, pour ne pas dire la énième dérive du régime dictatorial d'Alger, qui est incapable de produire un programme pour le peuple algérien, à part la censure et la dictature et l'emprisonnement pour toute personne qui réclame une légalité, qui réclame une démocratie. Et cette fois-ci, c'est en violation de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme, à savoir que on ne peut pas retirer la nationalité de manière arbitraire. Et même si le régime algérien a instruit le député Hicham Sifer, qui porte bien son nom, Hicham Zéro, et on sait qu'en Algérie, les députés ne sont pas élus par le peuple, mais qui sont désignés par la police militaire, les services secrets et les généraux pour que cette loi, entre parenthèses, et cette proposition de loi émane d'un député et non pas de l'exécutif, comme l'article 87 bis qui classe chaque citoyen algérien revendiquant une certaine liberté de terroriste. Donc, aujourd'hui, on est face à une dérive qui est très dangereuse, à savoir la déchéance de nationalité. La déchéance de nationalité, elle ne peut pas se faire de manière arbitraire, elle ne peut pas se faire dans des conditions où ils ont été annoncés par ce parlementaire et soi-disant instrumentalisés par le ministre de la Justice. Nous savons très bien que le ministre de la Justice en Algérie et la justice en général en Algérie est une justice soumise au diktat du téléphone rouge. Et surtout, pour ceux qui n'ont pas une double nationalité, ils vont se retrouver dans le cas de la patrie, alors que ceci va à l'encontre des ratifications que l'État algérien a signées avec l'ONU. Donc on voit qu'aujourd'hui que le régime est non seulement à bout de souffle, il ne sait plus quoi faire après avoir essayé toutes les méthodes avec la diaspora, à savoir le chantage du sol contre le silence. Après, le chantage des papiers au niveau des consulats avec le non-renouvellement des papiers, cartes consulaires, passeports, etc., contre le silence. Ils n'y arrivent pas. Ils sont passés à quelque chose d'encore plus grave, à savoir la nationalité algérienne. Et ceci montre le niveau extrêmement bas de l'incompétence profonde de Abdelmajid Tebboune et de la junte militaire qui gouverne le pays, malheureusement. Très bien. Alors, Athman Bessalem, j'espère que... Je crois qu'il faut corriger le nom, c'est Athman Bessalem, pas Ben Salem. Alors, Athman Bessalem, est-ce que ça va mieux pour le son? Oui, je pense que c'est réglé. Très bien. Ouais, là, j'en fais pas de retour. Alors, vous voulez bien répondre donc à la question, est-ce que c'est du terrorisme d'État, ce projet de loi? Merci à vous. Donc, merci aussi à votre invité. Donc, pour répondre clairement à cette question, est-ce que l'État, au nom du gouvernement et de ses institutions, sont dans une démarche de terroriser la population? Donc là, on parle bien d'un processus non pas physique ou militaire, mais on parle d'un processus moral, puisque la terreur est aussi un acte de violence morale, parce qu'on ne parle pas que de violence physique, il y a aussi ce qu'on appelle la violence morale, mais dont le monde moderne aussi, on parle de violence administrative, de violence psychologique. Donc là, est-ce qu'il y a une terrorisation du champ politique, du citoyen algérien par le gouvernement algérien actuellement, principalement depuis 2019? La réponse est oui. Pourquoi? Déjà, avant de commencer, il faut qu'on contextualise la proposition de cet amendement. Si c'était dans un environnement beaucoup plus calme, où il n'y a pas actuellement des centaines et des centaines de C'est un amendement ou un projet de loi?
Non, non, c'est un amendement. C'est Un un amendement amendement de la loi. à l'ordonnance qui portait la même question, celle de 1970? Exactement, exactement. Mais Donc c'est un est-ce qu'on peut amendement. continuer à fonctionner par ordonnance, une ordonnance qui avait été prise alors que le chef de l'État en question n'était pas élu? Pourquoi ne pas faire une nouvelle loi dans ce cas? Pourquoi reprendre une ordonnance pour y mettre un amendement? Bizarrement, au fait, en tant que juriste, toutes les lois qui ont été adoptées durant la période post-indépendance ne sont pas toutes des mauvaises lois. Donc il y a des lois qui obéissent au droit international et qui sont conformes aux dispositions des droits humains. Dire, c'est pas toutes les lois qui ont été faites avant peut-être l'ouverture démocratique, d'après ce que j'ai compris bien sûr de votre question. Il y a aussi ce qu'on appelle la légitimité d'État. Il n'y a pas que la légitimité du président de la République en matière droit international, il y a la légitimité de l'État. Et la République algérienne était légitime à l'époque. Donc la question, c'est d'ordre politique et juridique. Elle peut bien sûr trouver une réponse dans un autre cadre. Mais là, j'aimerais bien revenir au contexte actuel, la proposition, l'amendement et le contexte dans lequel il est actuellement proposé. Donc, et pour répondre à la première question, parce que c'est la plus importante, la plus frappante, et ce qui est en lien avec la réalité et l'actualité. Donc, je reviens, oui, actuellement, il y a une terreur qui s'abat sur la classe politique, sur les citoyens. Tout à l'heure, il y a quelques minutes, il y a quelqu'un qui a été accusé donc de. J'ai discuté avec un jeune Algérien qui a été accusé de financement de terrorisme. C'est un jeune Algérien qui fait du commerce, il n'a jamais eu de lien avec la politique. Je lui ai demandé est-ce qu'il peut témoigner face caméra dans une journée d'études. Il était titanisé. Il refusait tout moyen d'expression. Il préfère de rester pendant des années que de s'exprimer. Le problème actuellement, déjà, le fait de se défendre, le citoyen algérien dans sa tête, le fait de se défendre, le fait de dire que je suis innocent, il risque actuellement d'être mis en prison, de voir son cas aggravé, et même maintenant, on arrive à la déchéance de nationalité. Le degré où on arrive actuellement, c'est la déchéance de nationalité. C'est que cet amendement, il élargit, il rend la déchéance de nationalité quelque chose qui est possible, non pas dans certaines situations restreintes, mais il a élargi la possibilité de déchéance de nationalité. À titre d'exemple, quand on parle et quand un ministre de la République qui dit clairement dans la commission, parce qu'il y a eu l'étude du projet, je pense le 17 décembre, au sein de la commission administrative, juridique et des libertés au sein de l'APN, donc l'Assemblée populaire nationale, le ministre de l'Intérieur, il exprime le soutien à ce projet-là, ce projet d'amendement de la loi de 1970, en disant une phrase qui est extrêmement, extrêmement grave. Il dit ceux qui utilisent leur nationalité étrangère pour frapper ou mettre en danger la nation et leur nationalité d'origine. Comment peut-on expliquer un tel texte de loi? Comment peut-on l'interpréter? D'arriver au point de dire qu'il y a des personnes qui peuvent utiliser leur deuxième nationalité pour attaquer la première nationalité, qu'est-ce que cela veut dire techniquement? Donc, à partir de là, chaque écrivain peut être déchu de sa nationalité, un opposant peut être déchu de sa nationalité, une personne condamnée à tort peut être déchue de sa nationalité, et le champ est encore plus vaste. On parle même de la remise en question des principes fondamentaux de l'État en matière du récit historique. Qu'est-ce que cela veut dire? Si demain, on va reprendre peut-être les problématiques de l'été 1962 en critiquant le choix de Ben Bella, en critiquant le choix de Aït Ahmed, est-ce qu'on sera dans cette case-là des personnes qui remettent en cause les principes, le récit national?
Bien, est-ce qu'un historien qui va prendre d'un œil critique certains faits tragiques de la révolution algérienne, tels que l'affaire d'Emlouza, tels que peut-être les divergences qu'il y a eu au sein de l'appareil de l'FLN, l'exécution des militants berbéristes, l'exécution des militants du MNA, est-ce qu'on va les classer euh, comme étant des personnes qui travaillent contre le récit national et de ce fait, on va les déchoir de leur nationalité? Post-mortem, on pourrait le faire post-mortem. Alors, je reviens à vous dans un moment. J'ai une question particulière à vous poser, justement, au sujet des gens du MAC qui sont donc en pleine cible de ce projet de loi, pas seuls, avec beaucoup d'autres gens. Une autre question que j'aimerais poser à Rafiq Bouhlel. Vous savez, les Algériens, d'une façon générale, ont le sentiment d'être cernés. Ça veut dire qu'on ne leur laisse plus... Même, vous savez, généralement, quand il y a des manifestations, qu'est-ce que font les CRS, comme on dit, les policiers anti-émeutes? Généralement, ils font beaucoup de bruit, beaucoup de peur, ils courent dans tous les sens pour faire fuir les manifestants, les 80% des manifestants, parce qu'ils ne peuvent pas arrêter tout le monde. Et puis, il reste 20% à peu près qu'ils cernent. Et dans les 20%, ils laissent s'échapper à peu près 15%, après avoir reçu ce qu'il faut de coups de matraque. Et après, ils attrapent les 5% et les présentent à la justice. Ce qui fait que ça leur sert à faire l'exemple sans pour autant s'encombrer d'autant de gens, parce que ce n'est pas possible de tous les passer en justice. C'est le cas de la répression d'une manière générale. Généralement, on fait beaucoup de bruit, on se sert de la presse aux ordres, de la justice aux ordres, mais on essaie de ne pas cibler trop de monde pour se servir des peu de cas que nous allons, comme ils ont fait jusqu'à présent, les prisonniers politiques, les détenus d'opinion, ils ne laissent jamais le chiffre grossir beaucoup en prison. C'est aux environs de 200, 250, et quand ils voient que ça exagère, ils en libèrent. Ça sert juste de soupape, enfin pas de soupape, c'est l'inverse, pour faire peur à la population. Mais là, en l'occurrence, mon cher Rafiq Bouhlel, les gens, depuis Tebboune, on n'a jamais connu ça, même du temps de Boumediene. Les gens, quand ils s'expriment, ils vont en prison. Quand ils postent un simple Facebook, ils vont en prison. Quand ils se réunissent avec 3 personnes pour parler politique, ils vont en prison. Quand ils essayent d'animer une conférence, ils vont en prison. Ça, les gens qui sont à l'intérieur. La seule bulle qui leur restait, c'était Internet. Maintenant, ceux qui s'expriment à Internet vont en prison. La seule bulle, enfin, qui reste, elle est à l'extérieur du pays. C'est la diaspora que le régime n'a pas à sa portée. Mais lorsque c'est le cas, lorsqu'il est en répression, en dynamique de répression, il qualifie tout le monde de traître, d'agent, de mercenaire, agent, de mercenaire, etc. Et même lorsque des représentants des peuples, comme le Parlement européen, les ONG, les associations caritatives, interpellent ce régime, ils lui répondent, et enfin ils disent au peuple algérien que ce sont des relais du sionisme, de l'OTAN. Ça veut dire, mais comment faire pour sortir, Rafiq Bouhlel, de cet enfermement, de cette incarcération de tout un peuple? Si Jamal, vous avez très très bien résumé en disant que à chaque fois on est traité de traître, on est traité d'espion. Moi, pour ma part, personnellement, le régime algérien a envoyé des agents des services secrets menacer ma mère de 80 ans pour me taire. Ils m'ont envoyé ici en France des agents des consulats pour me prendre en photo. Je subis régulièrement des cyberattaques, des piratages. Vous allez sur mes réseaux sociaux, 80% des commentaires, c'est des insultes diffamatoires. Je suis sioniste, payé par Jérusalem, payé par le Marsen, et même au plus haut sommet de l'État, on m'accuse d'être un espion envoyé par la France
payés par la France pour déstabiliser le gouvernement algérien. Sachant que dans mon combat et dans mon activité politico-économique, je défends les intérêts de mon pays, à savoir l'Algérie. Je ne dispose qu'une seule nationalité, à savoir algérienne. Et surtout, la loi algérienne protège les lanceurs d'alerte, protège ceux qui dénoncent la corruption, mais en Algérie, tout est contraire. Plus grave encore, quand le gouvernement algérien a tellement vidé la scène politique et la société civile de sa composante les plus méritantes, aujourd'hui, on s'est retrouvé en France et le rassemblement du 14 décembre dernier a montré l'ampleur de l'échec, alors que personnellement, je respecte les personnes qui soutiennent le MAC, etc. Mais je suis contre l'idée du séparatisme de la Kabylie de l'Algérie. Je suis contre l'idée de l'indépendance de la Kabylie de l'Algérie. Par contre, si vous avez remarqué, et les observateurs l'ont remarqué, et j'ai les publié, notamment sur mes réseaux sociaux, sur LinkedIn, où il y a la moitié des ministres français qui sont abonnés à mon compte, il n'y a eu que 250 personnes. Alors que si il n'y avait pas cette marche et ce rassemblement organisé par les véritables opposants et la diaspora algérienne, il y aurait au moins 15 ou 20 000 personnes pour soutenir l'unité nationale. Voilà les conséquences de la dictature algérienne à vouloir tout maîtriser, à vouloir terroriser par la peur, par la justice, par les enlèvements et les projets d'assassinat à l'encontre des blogueurs comme Amir Dizen, à l'encontre des agressions contre des journalistes résidant en France. Ils se sont retrouvés avec personne pour les soutenir. Et aujourd'hui, 99% de la diaspora algérienne ne veut pas être assimilée à Tebboune et à son régime. Et le pire, c'est qu'on nous vend une armée intelligente, etc. Mais quand je vois le niveau du général actuel de la DGDSE, Fethi Rojdi Moussaoui, qui est incapable de mettre des plans d'action pour rassembler la diaspora, mais surtout pour faire peur à sa diaspora, le résultat est là. Ils ont mis des moyens colossaux le 14 décembre. Ils ont pu ramoter que 250 personnes. Pas plus, pas moins. Et c'est ça le fond du problème. Le peuple algérien, et surtout sa diaspora, n'est pas représenté et ne veut pas être représenté par Tebboune, n'a pas voté pour Tebboune et surtout pas pour Chenguereha. Aujourd'hui, la diaspora qui gravite autour de Tebboune, on les connaît très bien. On a un Karim Zeribi à la tête de la CNDA. Est-ce que vous vous rappelez le taux de participation, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, de la diaspora en France lors des élections présidentielles? De 2024, selon mes sources officielles et sources internes, il y a eu 1% des votants. 1%. Ni plus ni moins. Et en 2023, le gouvernement algérien a mis en place une stratégie. À l'époque, c'était Fethi Rojdi Moussaoui qui était chargé de la sécurité au consulat d'Algérie à Paris en tant que colonel. Ils ont mis en place une stratégie de création de plusieurs associations françaises type loi 1901, comme je disais, comme le Conseil mondial de la diaspora algérienne, comme l'association Awassir, comme la Fédération française de l'amitié franco-algérienne, comme le Cercle de l'Émile Abdelkader, tous des associations françaises dirigées par des élus de la République française pour faire la promotion de Tebboune et de Chenguereha, qui sont des associations satellitaires qui sont dirigées par l'association des Abous, représentée par la Grande Mosquée de Paris, et Shamsuddin Hafiz, que j'ai critiqué plusieurs fois de manière publique, et j'ai dénoncé son double jeu, et voilà ce qui s'est passé. Aujourd'hui, vous avez quelques associations qui représentent 1% de la diaspora algérienne qui est pour Tebboune et Chenguereha, et qui ont mis les moyens sur les réseaux sociaux. On les voit actifs sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, beaucoup moins sur LinkedIn parce que leur niveau est extrêmement bas, qu'ils soient à un niveau intellectuel ou à un niveau en matière de travail, ils sont pour la plupart, malheureusement, des cas sociaux et des repris de justice.
que le gouvernement, à l'image du gouvernement algérien, pour faire peur et surtout pour faire la propagande. La diaspora algérienne a officiellement divorcé de ce régime à force de la dictature qui est appliquée sur cette frange du gouvernement, de la population qui est à peu près entre 5 et 7 millions selon les uns et les autres. Les Algériens sont les seuls en France et dans les autres pays du monde qui font la queue devant les consulats. Les Algériens, c'est les seuls en France et dans les pays du monde qui payent leur billet le plus cher au monde. Les Algériens, c'est les seules populations en France et dans le reste du monde qui a été marginalisée dans la période du Covid. Et tout ça, les Algériens ne l'ont pas oublié. Et c'est pour cette raison que le gouvernement algérien, le régime algérien a complètement implosé en matière de diaspora et essayé de rassembler une diaspora, mais malheureusement, il a totalement échoué. Et c'est pour cette raison qu'il est passé à l'étape supérieure à travers la déchéance de nationalité. Et pour ma part, c'est Jamel, je suis algérien de père en fils, et grand-père et arrière-grand-père sur les 10 dernières générations. J'ai décidé de saisir le ministre algérien de la Justice et du téléphone rouge pour demander la déchéance de nationalité. Car j'ai honte de porter cette nationalité et de la partager avec un gouvernement de voyous, avec un gouvernement Attendez, avec Boilel, est-ce que j'ai bien entendu? Vous voulez demander vous-même la déchéance de nationalité? Mais est-ce que ce n'est pas faire le jeu? Est-ce que ce n'est pas vous, militant très connu, très actif, dont les Algériens admirent l'intégrité, le courage? Est-ce que vous n'allez pas rendre un grand service à ce régime sans frais, j'allais dire? Gratuit, il va prendre ça. Au contraire, par ma démarche, j'ai décidé de saisir et je vais vous envoyer le courrier que mes avocats préparent. J'ai décidé de demander au ministre de la Justice algérien la déchéance de nationalité algérienne. Moi, fils de Moudjahid Bouhlel Assour, petit-fils de Bouhlel Tayyib, arrière-petit-fils de Bouhlel Mohamed, de nationalité algérienne, de père en fils sur 10 générations, car j'ai honte de partager ma nationalité avec ce gouvernement terroriste, avec ce gouvernement de corrompus notoires qui a sali l'image des Algériens à travers le monde, qui porte atteinte à l'unité nationale, qui porte atteinte à l'image de l'Algérie, et surtout, cet amendement venant d'un député, Hicham Sifr, qui a lui-même voté pour la loi sur les hydrocarbures et sur les mines pour donner 80% aux étrangers et 20% aux Algériens, je pense que c'est lui qui devrait être déchu de sa nationalité pour non-protection des intérêts suprêmes de l'Algérie et non pas nous, les opposants et les défenseurs de l'intérêt général. Et oui, je l'assume, si Jamel, j'ai décidé de saisir le ministre de la Justice pour demander cette déchéance de nationalité et devenir apatride, car je ne dispose qu'une seule nationalité, à savoir l'algérienne, et j'ai honte que Abdelmajid Tebboune et son gouvernement de dictateurs, de corrompus notoires et de terroristes dans le plus large terme, à savoir administratif, judiciaire, économique, partager cette nationalité avec eux. Et le jour où ils vont partir, je leur ferai une demande de naturalisation, car l'Algérie n'est pas leur propriété et ils ont dépassé toutes les limites du raisonnable. Restez avec nous, Rafik Boulel, c'est vraiment triste d'entendre ça. C'est vrai. وين وصلنا يا دين الزاح كما يقولوا. C'est incroyable. Athman Bessalem, maître Athman Bessalem, je voulais vous poser une question au sujet de nos compatriotes du MAC. Parce que jusqu'à preuve du contraire, ils restent algériens, ils n'ont pas révoqué eux-mêmes leur propre nationalité originelle, ils n'en ont pas été encore déchus, donc ils restent des Algériens. Est-ce que ce régime Tebboune ne va pas rendre service en quelque sorte à ceux qu'ils croient pouvoir flétrir et punir et
et réprimé, demain, tous les gens du Max, ils sont déchus, qui vivent en France et au Canada, notamment. S'ils sont déchus de leur nationalité, ils vont se retrouver apatrides. Et donc, des apatrides ciblés en tant qu'entité, en tant que groupe ethnique, en tant que groupe social, en tant que groupe politique, à la limite, ils légitimeraient, M. Tebboune, ils légitimeraient leur besoin de créer un État qui soit le leur. Sur le plan du droit international, ça va donner une grande légitimité pour une revendication pour l'autodétermination des peuples, conformément au droit international. Et même ça va être inscrit dans l'ordre du jour de décolonisation. Là, c'est une preuve que l'État est dans un enjeu très grave où ça atteint des proportions inégalées. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point-là. Je prendrai l'exemple de la Corse, par exemple. Vous imaginez un peu que la France puisse déchoir de leur nationalité des militants indépendantistes corses? C'est impensable, malheureusement. Et là, je me permets un petit peu d'y aller dans ma lancée. On a organisé un plateau avec notre ami Abdou Smaar, je pense il y a 3 jours ou 4 jours de cela. Il y avait un jeune metteur en scène qui a brillé, je dis bien qui a brillé dans le monde du théâtre, de la mise en scène en Algérie. Vraiment, il a brillé pendant des années, il a eu les plus beaux, les plus grands prix de metteur en scène, de pièces théâtrales en Algérie. Ah, Massine Sahedbi, d'accord. Exactement. Et suite à une machination de l'État, une manipulation, ben, il a été impliqué à tort, et j'assume pour l'histoire ce que je dis, à titre personnel, moi, Atman Bessalem, que le jeune Massine Sahedbi est innocent, il n'a rien à voir avec le meurtre et l'assassinat ignoble de Jebel Mesnaï. Je porte mon témoignage pour l'histoire. Et dans le dossier, il n'y a aucun élément qui le condamne, ni près ni de loin. Ni près ni de loin. Aucune preuve matérielle, aucun témoignage. Ce qu'il a dit dans le plateau a sidéré, a choqué énormément de personnes. C'était frappant, en disant qu'avant je n'étais pas indépendantiste, mais maintenant je le suis. Je défends ce projet. Pour voir actuellement, on arrive que le gouvernement algérien, malheureusement, il pousse les gens à se dire que la seule solution actuellement, c'est de se séparer complètement du reste du pays. Je peux rajouter aussi ce témoignage à ce qui se passe actuellement à Béjaïa. Nous avons un jeune qui s'appelle Liest Ouati, c'est un militant du Parti socialiste des travailleurs. Il était, et moi je l'ai connu dans le cadre universitaire en tant que syndicaliste, il s'est toujours exprimé contre le MAC, idéologiquement et politiquement. D'un autre côté, il est pro-palestinien. Il ne sort jamais dans une manifestation sans drapeau palestinien. Il exprime ses avis. D'un autre côté, il était sous contrôle judiciaire. Donc, l'ensemble des autorités judiciaires à Béjaïa le connaissent. Les renseignements généraux à Béjaïa le connaissent. Les services de sécurité, ils le connaissent, puisqu'il était déjà syndicaliste très actif depuis 2010 au sein de l'université de Béjaïa. Il a participé au mouvement national des étudiants et aussi il était militant actif du Hirak. Il a été bien sûr mis sous contrôle judiciaire suite à ses activités contre la mafia du foncier à Béjaïa, pour un meilleur environnement, donc c'était un militant écologiste. Et suite au mariage de la députée de la France Insoumise, Rima Hassan, qui s'est affichée avec des robes kabyles, il s'est permis de mettre un commentaire sarcastique contre le MAC. Et figurez-vous, malgré cela... Qu'est-ce qu'il appelle les sionistes kabyles? C'est ce qu'il appelle lui, hein, c'est lui. Alors, les kabyles pro-sionistes. Désolé, voilà. On est en train de rire, mais c'est triste en même temps. Ouais, c'est triste en même temps. Il a été inculpé pour apologie de terrorisme. C'est complet, mais c'est d'une stupidité abyssale. C'est incompréhensible.
Incompréhensible. Cher monsieur, ce qui est grave, moi personnellement, en tant que citoyen, si la note pour son arrestation a été émise par le parquet de Oran, le parquet de Djelfa, le parquet d'Alger, je m'aurais dit peut-être qu'ils ne le connaissent pas, mais que cette note sort de Béjaïa, là où il est déjà sous contrôle judiciaire, où ses positions sont connues, farouchement opposées aux idées du MAC, je pense donc là, qu'est-ce qu'on veut dire? Ça veut dire, même si vous ne faites pas partie du MAC, c'est quoi le message qu'on donne actuellement aux jeunes Kabyles? Ça veut dire là, soit vous soyez du MAC, soit vous soyez, si vous n'êtes pas du MAC, vous êtes du MAC. On est même tenté à suivre votre logique, et la logique qui s'impose, de comprendre que le juge qui l'a condamné est un pro-MAC. Ah bon, tu attaques le MAC, viens, je vais te montrer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, je vais me permettre de vous interrompre, parce que vous voulez dire quelque chose, allez-y, parce que nous allons passer à un autre sujet, on a à peine le temps. De la déchéance de nationalité. Parce que là, j'ai écouté ce que notre monsieur invité avait mentionné. Pardon, désolé, monsieur Bollet. Je suis prêt à faire la demande de ma propre déchéance. Ça veut dire, il y a des Algériens actuellement qu'on pousse à rejeter, à ne plus être associés à cette situation. Il y a d'un autre côté des personnes qui se disent, non seulement on demande la déchéance nous-mêmes, mais on demande la séparation. Vous voyez la situation qu'on est en train de créer. Ça veut dire là, en fait, avec cet acte-là, ils sont en train de créer ce qu'on appelle l'autodétestation de soi-même et que l'Algérien perd toute volonté d'appartenance à l'État-nation, que ce soit avec un projet indépendantiste et sécessionniste, que ce soit avec un projet individuel, une déception psychologique profonde qui s'exprime pour se détacher d'un fardeau et d'une situation inacceptable. Inacceptable, malheureusement. Merci. À croire que, comme tout le monde le suppose maintenant, que ce magistrat est... On sait que ce n'est pas lui qui décide, c'est un coup de télé. Enfin, celui qui lui a donné un coup de fil pour condamner Ilyas Touati, je le soupçonne fortement d'être pro-MAC. Et je soupçonne même Tebboune et Chingriha d'être profondément pro-MAC, puisqu'ils sont en train de prendre des dispositions pour rendre le MAC sympathique. Alors, nous allons passer à un autre sujet qui n'a rien à voir avec la politique, et justement, j'aimerais que nous ne l'abordions pas depuis l'angle politique parce que nous le déformerions. C'est ce rapprochement des peuples marocains et algériens lors de ces matchs de la Coupe arabe. Là où ça se passe, et aux frontières de deux pays, où on a vu des Algériens et des Marocains manifester ensemble, se prendre les uns les autres dans les bras des uns des autres, crier leur sympathie, leur empathie pour le frère d'à côté, et dire surtout, quoi qu'il se passe de manipulation, de part et d'autre, quoi que disent ces influenceurs toxiques, mauvais, qui sèment la haine, qui sèment la vindicte, qui sèment l'exécration entre les deux peuples. Vous n'avez qu'à aller voir, hein, côté marocain comme côté algérien. Des influenceurs absolument atroces. هذا يهدر على المراركة وهذا يهدر على الكراغلة وهذا يهدر على الزريبة. Mais ces gens qui sont sortis de nos deux peuples respectifs, ils ont donné une grande leçon à ces porteurs de haine et à ces politiques qui ne font plus de politique, mais qui font dans le ravivement de tout ce qui peut susciter de la détestation pour l'autre. Regardez.
Et là, regardez bien, ça se passe sur les frontières algéro-marocaines, de côté et d'autre. Ils se saluent les uns les autres chacun depuis son propre pays, mais regardez, c'est comme si on était ensemble, c'est comme s'il n'y avait pas de frontières. Regardez. J'aimerais qu'on écoute un peu ce qu'ils disent, qu'on entende un peu ce qu'ils sont en train de scander. Ce sont les Marocains qui sont en train de créer One, Two, Three, Viva l'Algérie, comme ils disent. Alors, Rafiq Bouhlel, je présume que la Tebboune, pour ne pas parler de l'autre côté qui ne nous regarde pas, nous on parle de notre pays. J'imagine que la Tebboune, elle doit vraiment être hors d'elle, de voir comme ça que malgré tout ce qu'ils ont entrepris pour semer la haine dans nos cœurs, nous restons khawa. Avant tout, j'aimerais présenter mes sincères félicitations à tous les Marocains et les Marocaines, mes frères et mes sœurs. Félicitations pour ce beau match que vous nous avez offert. Merci pour le premier but qui va rester dans les annales du football. Moi, je suis un amateur de foot, donc je peux qu'apprécier un joli but qui a été inscrit lors de cette finale, à savoir le premier. Et cela montre que, au-delà de tous les discours haineux, de toutes les divisions qui sont mises en place par des influenceurs de la haine, que le peuple est mature et intelligent, et de voir des images fraternelles, d'amour et de partage de cette joie mutuelle me réchauffe le cœur, et ainsi dire une claque, une énième claque au régime de Tebboune et de Chinguiriha, qui montre que le peuple algérien et le peuple marocain sont des peuples frères, et que peu importe les moyens mis en place pour les diviser, cela ne marche pas. Et le match de foot moi ce que j'ai vu des vidéos, que ce soit sur les frontières algéro-marocaines, que ce soit au Qatar, que ce soit au Maroc, que ce soit en France, honnêtement, c'est beau à voir. Et c'est un rêve de voir ces frontières enfin ouvertes, qu'on puisse partager et se prendre dans les bras les uns et les autres, sans spécialement avoir un gouffre et 7 mètres de barbelés qui nous séparent. Et ça montre à Tebboune et à Chinguiriha que votre politique de division ne marche pas, n'a jamais fonctionné et ne fonctionnera jamais. Merci. Les Marocains et les Algériens sont des frères et des sœurs, et ils le resteront jusqu'à la fin des temps. Merci Rafiq Bouhlel. Atman Bessalem, vous avez le mot de la fin en moins de 3 minutes, s'il vous plaît, si vous pouvez commenter un peu ce que j'allais dire, cette bonne ambiance de fraternité entre les deux peuples voisins ou les deux peuples frères. C'est beau d'avoir ce genre d'image, c'est ce qui nous manque actuellement. Malheureusement, quand on voit les stratégies qui sont mises par les deux gouvernements, malheureusement, en finançant des influenceurs, en finançant ce qu'on appelle des stratégies de propagande médiatique à coût de millions d'euros pour attaquer les uns et les autres avec des termes extrêmement ignobles, d'attaquer avec des termes racistes, haineux, et qui font même des fois appel à la guerre, même sur des plateaux télévisés dans les deux camps. Je pense que ça, c'est une réponse d'une volonté d'apaisement, d'une volonté de vivre, de souffler, de vivre dans la joie. C'est ce qui manque actuellement pour mon peuple, c'est ce qui manque actuellement pour nos citoyens, de pouvoir vivre dans la simplicité, de pouvoir vivre sans un spectre de guerre qui se dessine à l'horizon, de vivre en paix et pouvoir rencontrer son frère, sa femme, son père, son cousin, son voisin qui sont de l'autre côté de la frontière, que les conflits ont séparés, mais malheureusement aussi que les régimes ont séparé entre l'intérieur du pays et même avec l'extérieur, avec la diaspora, avec l'ensemble de ces éléments, tels qu'on l'a souligné aujourd'hui, tels que la question de la déchéance de nationalité, qui veut mettre en quelque sorte
dos à dos et les citoyens d'un même pays. Donc voilà, ça s'exprime, peut-être ça s'exprimera ailleurs, ça s'exprimera entre les citoyens même des pays concernés, et nous voulons qu'il y ait de l'apaisement, nous voulons que les politiques à l'intérieur de ces pays-là vont essayer de se dire à un certain moment, qu'est-ce qu'on gagne en continuant dans cette politique-là de haine, de logique de guerre, de va-t-en guerre, de fermeture de frontières, de répression. Qu'est-ce qu'on va gagner à long terme? Merci. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est l'avenir qu'a souhaité ceux qui se sont sacrifiés pour nos pays? Je ne le pense pas. Donc nous devons regarder l'avenir de face. Nous devons apporter un message d'espoir pour que la situation change. Merci, Maître Athman Bessalem. Merci, Rafiq Bouhlel. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.